1er octobre 2025. Vallée de Yosemite. Un grimpeur de 23 ans est suspendu à 600 mètres au-dessus du sol. La lumière du soleil brûle son visage. Pour la première fois en 3 jours, il respire facilement. En dessous de lui, la vallée bourdonne de vie. Ici, il n'y a qu'un seul silence. Il ne le sait pas encore, mais ce sera son dernier souffle de paix. Le plus difficile est au fait. Il a atteint le sommet de l'une des parois rocheuses les plus célèbres d'Amérique, El Capitan. Il ne reste plus qu'une dernière chose. Son sac de matériel est accroché à la paroi en dessous de lui, et il doit descendre en rappel, le libérer, et tout ira bien. Simple, routinier. Le genre de choses qu'il a fait des centaines de fois. Sauf que, ce qui va se passer dans les 60 prochaines secondes va transformer un moment routinier en tragédie internationale. Des centaines d'inconnus vont regarder cela en direct, et de façon terrifiante, l'une d'entre eux sera une adolescente, sa sœur. En moins de 48 heures, presque tous les grands médias diffuseront une histoire complètement fausse sur qui il était et pourquoi il est mort. D'un alpiniste de classe mondiale faussement présenté comme une star de TikTok aux véritables créateurs de contenu qui risquent leur vie sur une montagne juste pour des vues. Voici l'histoire de Bali Miller, bienvenue à l'extrême limite. Pour comprendre comment l'un des jeunes grimpeurs les plus talentueux d'Amérique du Nord est tombé d'El Capitan, sous les yeux d'inconnus sur leur téléphone, il faut remonter dans le temps. Parce que l'histoire que vous avez probablement entendue, si vous l'avez entendue, est passée à côté de tout l'essentiel sur la personne qui était vraiment Balin. Balin a grandi à Anchorage, en Alaska, et quand je dis qu'il a grandi en grimpant, je veux dire qu'il avait 3 ans lorsque son père l'a emmené, lui et son grand frère Dylan, sur les falaises le long de la route côtière au sud de la ville. La plupart des enfants de cet âge apprennent à faire du tricycle. Balin apprenait à agripper la roche. À 12 ans, l'escalade n'était plus seulement une activité pour lui. C'était tout simplement lui. Tandis que les autres enfants jouaient aux jeux vidéo ou se mettaient au sport, Balin était dehors par tous les temps, forgeant avec les montagnes un lien que la plupart des gens ne comprendront jamais. Son frère Dylan est devenu son partenaire d'escalade, son mentor d'une certaine manière, même si Balin était plus jeune. Ils passèrent des week-ends entiers à grimper, juste tous les deux sur la roche. En 1 an ou 2, Balin a découvert l'escalade sur glace. La petite ville côtière de Valdez, en Alaska, où les températures hivernales descendaient jusqu'à -20, est rapidement devenue son endroit préféré pour grimper. Et l'escalade sur glace, c'est différent. Les cascades gelées et les parois de glace requièrent des compétences très différentes. Vous ne vous contentez pas de tirer sur la roche, vous maniez des piolets, vous plantez les pointes de vos crampons dans la glace verticale, vous confiez votre vie à de l'eau gelée. Cette technique est totalement brutale, mais Balin a adoré ça. Après le lycée, Balin a fait un choix qui en dit long sur lui. Au lieu de suivre la voie classique, études, carrière et escalade occasionnelle le week-end, Balin a acheté cette Prius argentée et a décidé que ce serait sa maison. Cette petite voiture servait de camp de base. Il enchaînait les petits boulots saisonniers, comme la pêche au crabe ou l'exploitation minière, pour financer ses prochaines ascensions. Contrairement à d'autres grimpeurs stoïques, Balin appréciait vraiment la joie absurde de tout cela, la peur, la douleur, la liberté. Il avait un rituel original avant les ascensions difficiles. Il appliquait des paillettes sur ses pommettes comme une peinture de guerre. Il a dit à un magazine que c'était comme un guerrier qui se maquillait avant d'aller au combat. Et tout comme escalader des montagnes avec de la peinture de guerre, aller sur Internet sans payer VPN, c'est comme essayer de grimper El Capitan sans corde. Vous êtes vulnérable dans une situation délicate. Et à moins d'être Alex Honnold, les choses vont vite mal tourner. C'est ce qui arrive à vos données lorsque vous naviguez sans protection. Un VPN masque votre adresse IP et fait passer votre connexion par un tunnel chiffré. Cela signifie que les pirates sur le même Wi-Fi, votre fournisseur d'accès Internet ou même les systèmes de surveillance gouvernementaux ne peuvent pas vous espionner. Private Internet Access est le VPN le plus transparent au monde. Plus de 30 millions de téléchargements, une politique de non-conservation des logs vérifiée par audit indépendant et la protection d'un nombre illimité d'appareils. Ainsi, toute votre vie numérique est protégée des regards indiscrets. Il débloque également des émissions et des événements bloqués dans votre région. Avec des serveurs dans 91 pays et les 50 États américains, vous pouvez regarder des vidéos, faire du shopping et explorer Internet comme si vous étiez n'importe où dans le monde. PIA est disponible sur toutes les plateformes Windows, macOS, Android, Linux, iOS et bien d'autres encore. Et vous pouvez utiliser un seul abonnement pour protéger un nombre illimité d'appareils en même temps. Alors profitez de cette offre 83% de réduction seulement, 2,03 € par mois et vous bénéficierez également de 4 mois supplémentaires gratuits.
Utilisez mon lien piavpn.com/extrême ou scannez le code QR pour l'essayer sans aucun risque grâce à leur garantie de remboursement de 30 jours. Vous n'essayeriez pas d'escalader El Capitan en solo intégral, ne naviguez pas non plus sur Internet sans protection. C'est une protection que vous voudrez avoir dans votre sac. Les gens de la communauté d'escalade adoraient Balin pour des choses comme sa peinture de guerre pailletée. Il était drôle, un peu loufoque et gentil. Il vous faisait rire au camp de base, mais dès qu'il était sur la roche ou la glace, quelque chose changeait. Il devenait concentré, puissant, totalement dans son élément. En janvier 2025, Balin a gravi en solo reality bat dans les Rocheuses canadiennes. Ce n'est pas juste une ascension de glace quelconque. Reality Bath est une voie de glace de 300 mètres côté WI6, ce qui signifie une escalade sur glace extrêmement difficile. La voie a été gravie pour la première fois en 1987, puis pendant 37 ans, personne ne l'a répété. Personne. Les conditions de glace doivent être parfaites. La météo doit être favorable et il faut avoir la compétence technique pour maîtriser de longues sections de glace verticale. Mais Balin l'a fait seul, sans partenaire ni cordée, juste lui et ses piolets. Ce n'était que la deuxième ascension en 37 ans et c'est à ce moment-là que les alpinistes de toute l'Amérique du Nord ont commencé à s'intéresser à ce jeune discret d'Alaska qui réalisait des exploits qu'on n'avait pas vus depuis des décennies. En mai, il a fait encore plus fort. Cette fois, il a gravi la French Connection sur le mont Hunter en Alaska, en solo. C'est une voie de 2000 mètres composée de glace et de roches, située au cœur du parc national de Denali. La cotation est IA 6MC-SIG, et au cas où vous ne sauriez pas ce que cela signifie, c'est à peu près aussi difficile que l'alpinisme peut l'être. À un moment donné, il était suspendu dans une fissure étroite avec de la glace au-dessus de sa tête, balançant ses piolets dans de minuscules trous à des dizaines de mètres du sol. La majorité des alpinistes mettent 2 à 3 jours sur cette face avec une équipe et des cordes. Balin l'a fait seul du camp au sommet et retour en seulement 17h30. À ce stade, même les meilleurs alpinistes du monde regardaient et se demandaient « Qui est ce gars ?» En juin, Balin est devenu une légende en gravissant en solo la voie slovaque directe du Denali. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Le Denali est la plus haute montagne d'Amérique du Nord, culminant à 20 310 pieds haut. La plupart des personnes qui l'escaladent empruntent la voie de l'éperon ouest, qui reste difficile mais relativement simple. Il faut en moyenne entre 15 et 26 jours pour atteindre le sommet et les alpinistes portent des sacs lourds, font face à l'altitude, installent des camps et s'acclimatent. La voie slovaque directe n'est pas ce genre d'itinéraire. C'est une ligne de 2700 mètres qui monte tout droit sur la face sud du Denali, à travers certains des terrains les plus difficiles d'Alaska. Escalade sur roche, escalade sur glace, escalade mixte, où tu utilises les deux. L'itinéraire a été gravi pour la première fois en 1984 par 3 alpinistes slovaques et il leur a fallu 11 jours pour atteindre le sommet en style siège. En 2000, Steve House, Mark Twight et Scott Backus, 3 des meilleurs alpinistes du monde à l'époque, l'ont gravi en 60 heures. À l'époque, cela était considéré comme révolutionnaire. C'étaient des professionnels au sommet absolu de leur capacité et 60 heures représentaient un exploit énorme. En 2000, 23 alpinistes l'ont fait en 17 heures et 10 minutes. En fait, depuis 1984, moins de 20 personnes au total ont réussi à gravir cette voie. C'est à ce point difficile, à ce point dangereux. Et vous remarquez comme je parle toujours d'équipe ? C'est parce que tous ceux qui ont tenté la voie slovaque directe avaient un partenaire, quelqu'un avec qui partager le poids, les décisions, le danger. Personne ne l'avait jamais fait seul. Personne n'avait même pensé qu'il était logique d'essayer. La voie est froide, raide et brutalement exposée. Un faux pas, une erreur, un pied mal placé, et c'est fini pour vous. Mais en juin 2025, Balin a décidé de tenter l'ascension en solo. Il a passé la première journée à gravir 1370 mètres de dénivelé et parcourir 16 km pour atteindre la base de la face sud. Ensuite, il a commencé l'escalade technique proprement dite, et après seulement 4 heures, il s'est arrêté et a installé un bivouac sur un glacier suspendu. Il s'est reposé pendant 19 heures, ce qui est inhabituel pour une ascension en solo. Mais Balin n'était pas pressé. Le temps était beau, il pouvait se permettre de se reposer et de rester en forme. Le lendemain, il a grimpé pendant 22 heures d'affilée à travers les sections les plus difficiles. Je parle de glace verticale, de passages rocheux où une chute signifie la fin, de terrain mixte où tu plantes tes piolets dans tout ce que tu peux trouver, et tout ça. À 6000 mètres d'altitude, là où l'air est si rare, ton cerveau commence à devenir embrumé et chaque pas demande 2 fois plus d'efforts qu'au niveau de la mer. Mais il a survécu.
Et le 10 juin 2025, 56 heures après avoir commencé, Balin Miller s'est tenu au sommet du Denali, complètement seul. La première personne de l'histoire à avoir gravi en solo la directe slovaque. Pas de coéquipier, pas de corde pour partager la charge, pas de filet de sécurité, juste lui, la montagne et le silence. Balin avait 23 ans, il vivait dans sa Prius, travaillait dans la pêche saisonnière et il venait de réaliser quelque chose que moins de 20 personnes avaient accompli en équipe. En bas, le monde de l'escalade a explosé, les gens n'en revenaient de pas. La nouvelle s'est rapidement répandue sur les forums, dans les magazines et les discussions de groupe. L'un des plus grands alpinistes vivants, Colin Haley, a qualifié cela de vraiment incroyable. Mark Twight, l'un des hommes qui avait ouvert la voie en 2000, était stupéfait. Ce n'était pas juste une autre ascension impressionnante, c'était quelque chose que personne ne pensait possible. Voilà qui était Balin Miller. Pas une star des réseaux sociaux, pas un influenceur, mais un alpiniste sérieux de très haut niveau, en quête d'excellence absolue dans son sport. Et il est troublant de penser qu'un grimpeur qui recherchait la pureté plutôt que la popularité serait plus tard connu pour la seule chose qu'il n'a jamais voulu, être sous les projecteurs. Mais je vais un peu trop vite. Nous sommes donc fin septembre 2025 et Balin conduit sa Prius jusqu'en Californie. Sa famille prévoit de se réunir à Yosemite pour une réunion, mais Balin arrive quelques semaines en avance. Il veut grimper un peu avant que tout le monde n'arrive. Pour quelqu'un qui a grimpé la directe slovaque en solo, ce n'est pas repousser ses limites. C'est plutôt une escalade de vacances, amusante à faire dans l'un des plus beaux endroits du monde. Et Yosemite, c'est magnifique. Si vous n'y êtes jamais allé, El Capitan est ce monolithe de granit de 900 mètres qui s'élève à la verticale depuis le fond de la vallée. C'est l'une des parois rocheuses les plus emblématiques au monde. Vous pouvez entrer en voiture dans la vallée de Yosemite et voir ce gigantesque mur de granit gris. Et les grimpeurs dessus ressemblent à de minuscules points. Il attire des grimpeurs de grandes parois du monde entier. Les gens passent des années à s'entraîner juste pour tenter une voie sur El Cap. Balin choisit une voie appelée Sea of Dreams. C'est une ascension de 730 mètres sur la face, côté 5.9 à 3, ce qui signifie qu'il y a de l'escalade libre modérée et de l'escalade artificielle où vous vous hissez sur le matériel que vous avez placé dans la paroi. Pour la plupart des gens, Sea of Dreams serait un exploit majeur. Pour Balin, après avoir fait la directe slovaque, c'est pratiquement une promenade de santé. Sea of Dreams prend plusieurs jours. Vous n'escaladez pas pendant quelques heures pour ensuite retourner à votre voiture. Vous vivez sur la paroi. Vous hissez votre matériel dans d'énormes sacs. Vous dormez sur une portaledge, qui est essentiellement une plateforme de tente suspendue à la paroi rocheuse. Vous cuisinez vos repas à plusieurs dizaines de mètres du sol. Vous faites face aux défis physiques de l'escalade accessible, mais vous devez aussi gérer tous vos systèmes, votre eau, votre nourriture, vos déchets, vos systèmes de cordes. Balin installe sa tente orange sur la paroi d'un orange vif, visible depuis la vallée en contrebas, et il commence à progresser, longueur après longueur. Premier jour, escalade et installation du camp. Deuxième jour, d'autres longueurs, il monte plus haut. Troisième jour, il pousse vers le sommet. C'est un travail difficile, mais c'est aussi ce pourquoi Balin vit. Le mouvement, la résolution de problèmes, l'exposition, être dans cet environnement vertical où tout se résume à toi et à la roche. Ce que Balin ne sait pas, c'est que pendant qu'il était là-haut, complètement concentré sur son escalade, il y a un gars en bas, dans la prairie d'El Capitan avec un télescope. Il s'appelle Eric. Il gère un compte TikTok appelé mountainscaling.me et il se considère comme un super fan de Yosemite. Eric adore le parc. Il adore observer les grimpeurs et il possède ce télescope longue portée du genre qui peut zoomer sur des grimpeurs à des milliers de pieds de hauteur sur la paroi et voir réellement ce qu'ils font. Eric s'installe dans la prairie et diffuse les grimpeurs sur TikTok en direct sans les connaître ni parce qu'ils le lui ont demandé. Il le fait parce que les gens trouvent ça génial de regarder ces petites silhouettes grimper sur cette immense paroi de granit. C'est comme observer la faune, sauf que là, la faune, ce sont des grimpeurs. Comme Eric ne sait pas qui sont les grimpeurs, il les désigne par leur équipement. L'un devient le gars à la veste bleue, un autre est la personne à la corde rouge. Et Balin, à cause de sa tente portaledge orange vif, devient le gars à la tente orange pour les spectateurs d'Eric. Au fil des jours, des gens se connectent pour suivre les progrès du gars à la tente orange. Ils suivent son ascension d'El Cap laissant des commentaires. « Allez gars à la tente orange, il fait de bons progrès aujourd'hui, il est presque au sommet. » Eric diffuse en direct devant quelques centaines de personnes en permanence, mais selon lui, plus de 100 000 personnes ont suivi ces diffusions pendant les jours où Balin était sur la paroi. Ils s'investissent dans l'ascension de cet inconnu, l'observant depuis des jours, espérant le voir atteindre le sommet.
Mais, et c'est absolument essentiel de le comprendre, le fait est que Balin Miller n'a aucune idée que tout cela se passe. Il ignore tout d'Eric de son télescope et que des centaines de personnes l'observent. Il est simplement là-haut en train de grimper, vivant sa vie, faisant ce qu'il aime, et il n'a absolument aucune idée que son ascension est devenue un divertissement pour des gens qui parcourent TikTok dans leur salon. Et cela nous amène au 1er octobre 2025, aux alentours de 13h. Balin atteint enfin le sommet. Il termine enfin la dernière longueur de Sea of Dreams et atteint le sommet d'El Capitan. L'escalade réelle, difficile, technique et dangereuse est terminée. Il a réussi. En bas, dans la prairie, Eric continue de diffuser en direct et le chat est en effervescence. Le gaz à la tente orange a atteint le sommet. Les gens célèbrent cet inconnu qu'ils suivent depuis des jours. Mais Balin a encore du travail à faire. Son sac de hissage s'est coincé quelques mètres en dessous de lui. Cela arrive souvent lors des grandes ascensions de parois. Le sac fait peut-être 25 ou 30 kilos de matériel, et quand on le hisse le long de la paroi, il se coince sur des aspérités, des vires, des fissures, tout ce qui dépasse. C'est agaçant, mais ce n'est pas dangereux. Il faut installer un rappel, descendre jusqu'à l'endroit coincé, le libérer et le remonter. Balin installe donc son rappel. Quand on grimpe en solo, sur une grande paroi, la gestion de la corde lui devient compliquée. On utilise la même corde pour grimper et pour hisser son matériel. Il faut parfois raccourcir la corde pour que le système de hissage fonctionne ou gérer différentes longueurs et configurations selon les longueurs. Le système que Balin utilisait s'appelle le solo, en tête auto-assurée. On grimpe seul mais on a de la protection. On a une corde, on a du matériel. Mais gérer ce système en solo est complexe. On est à la fois le grimpeur et l'assureur. On fait tout soi-même. Balin attache son descendeur à son baudrier. Le dispositif est simple. C'est un morceau de métal avec des fentes qui créent de la friction sur la corde pour descendre contrôlé. On fait passer la corde à travers et la friction permet de contrôler la vitesse de descente. Il se penche en arrière, la corde se tend et supporte son poids. Il commence à descendre. La prairie est loin en bas. Le sac coincé est à environ 10 mètres plus bas. Oui, il est fatigué après 3 jours d'escalade, mais il est aussi soulagé. Le danger est passé, ce n'est plus qu'une question de rangement. Attraper le sac, le remonter, et il a fini. La corde glisse dans son appareil, il descend, tout en douceur, de façon contrôlée. Balin ne réalise pas qu'en raccourcissant sa corde plus tôt pour le hissage, il a perdu la notion de la longueur exacte de corde qu'il lui reste sous lui. Et le sac coincé est plus bas qu'il ne le pense, et il y a un surplomb sous lui, donc il ne peut pas voir le bout de la corde. Il pense à ce sac, il pense à descendre de cette paroi, il pense à la nourriture, au repos, à sa famille qui va bientôt arriver. Son cerveau est passé de ce mode d'escalade hyper vigilant à un état d'esprit de « c'est presque fini ». La corde continue de filer. Il est peut-être à 6 mètres du sac maintenant, il s'en approche. Et puis, sans avertissement, l'extrémité de la corde glisse à travers son descendeur. Il y a ce moment, peut-être une demi-seconde, où le cerveau de Balin a dû enregistrer que quelque chose ne va pas. La tension a disparu. Il n'y a plus rien sous lui, plus de corde, plus de soutien. Et puis il est tombé de 730 mètres du sommet de la montagne. L'impact a été immédiat, violent et malheureusement fatal. En bas, dans la prairie, Eric a tout vu à travers sa lunette. Le direct est toujours en cours, quelques centaines de personnes ont aussi regardé en temps réel. Tom Evans, photographe présent dans la prairie pour documenter les grimpeurs, l'a aussi vu. Et à des centaines de kilomètres de là, à Anchorage, même sa demi-sœur adolescente Mia regardait. Elle n'avait pas eu l'intention de tomber sur le direct. C'est simplement apparu sur son fil pour toi, une autre vidéo d'escalade au hasard. Pendant 3 jours, elle avait suivi, encourageant le gars à la tente orange comme tout le monde. En le voyant tomber, je me demande, a-t-elle compris ce qui se passait ou n'était-ce qu'un grimpeur parmi d'autres avant que les réactions ne deviennent paniquées? On l'ignore. On sait juste qu'elle l'a vu et rien que ça, c'est insupportable. Les 2 hommes ont immédiatement sorti leur téléphone et appelé le 911. Les secours sont arrivés rapidement mais personne ne pouvait rien faire. Et juste comme ça, l'un des meilleurs jeunes grimpeurs du monde n'était plus là. Cette histoire est déjà assez terrible comme ça, mais elle devient encore pire, bien pire. Tu te souviens du télescope qu'Eric utilisait pour diffuser en direct les grimpeurs sur El Capitan à son audience sur TikTok? Il s'est avéré qu'il avait tout filmé. Des centaines de personnes regardaient en direct lorsque Balin est tombé. Eric a immédiatement arrêté la diffusion. Il a ensuite déclaré qu'il était sous le choc.
Voir quelqu'un mourir à travers un télescope alors qu'on est en sécurité dans une prairie, ça vous remue d'une façon difficile à expliquer. Mais la diffusion était en direct et les gens l'avaient vue. Et en 2025, quand quelque chose se passe en direct sur Internet, ça ne disparaît pas simplement. En quelques minutes, des enregistrements d'écran ont commencé à circuler. Des spectateurs ont enregistré le direct. Certains l'ont publié aussitôt, d'autres l'ont gardé puis partagé sur Reddit et des forums d'escalade. La vidéo s'est répandue comme un virus sur Internet, mais ça empire. Les médias traditionnels reprennent l'histoire et ils se trompent complètement de façon catastrophique. Le journal télévisé ABC World News Tonight publie « Le grimpeur populaire et influenceur Balan Miller a fait une chute mortelle depuis El Capitan à Yosemite ». Le jeune homme de 23 ans était apparemment en direct sur les réseaux sociaux devant des centaines de spectateurs lors de la tragédie. Le journal britannique Metro titre « Un grimpeur TikTok fait une chute mortelle à Yosemite pendant un live sous les yeux de ses fans ». The Daily Telegraph, TMZ, Yahoo News, Fox News, Bleacher Report, Men's Journal, Dexerto. Tous les grands médias publient une version de la même histoire. Ils qualifient de Balin de star de TikTok, d'influenceur dans le domaine de l'escalade, d'influenceur qui diffusait en direct son ascension. Ils donnent l'impression qu'il était là-haut en train de se filmer, comme s'il avait installé une caméra, comme s'il cherchait des vues et des likes, comme s'il était l'une de ces personnalités des réseaux sociaux qui prennent des risques stupides pour du contenu. On dirait que cette histoire ne sert qu'à gagner des abonnés ou à devenir célèbre. Ce récit mensonger a touché des millions de personnes et il est presque malveillant. Parce que c'est exactement le contraire de ce qu'était Balin. Balan Miller n'était pas une star de TikTok. Ce n'était pas un influenceur. Il ne se filmait pas en direct. Il n'avait même pas de chaîne d'escalade. C'était un alpiniste sérieux de classe mondiale qui venait tout juste de terminer l'une des ascensions les plus difficiles d'Alaska. Un gars vivant dans une Prius, faisant des petits boulots de pêche pour financer sa passion. Il grimpait pour se sentir vivant, non pour la célébrité en ligne. Un parfait inconnu avec un télescope l'a filmé sans qu'il le sache ni qu'il y consente. Cet inconnu a diffusé la vidéo en direct sur TikTok. Balin n'avait rien à voir avec tout ça. Il ignorait même ce qui se passait. Sa mort n'avait rien à voir avec les réseaux sociaux et tout à voir avec une erreur tragique sur la longueur de la corde après 3 jours épuisants sur une paroi. Mais la vérité n'avait pas d'importance. L'histoire était trop accrocheuse. Une star de TikTok meurt en direct, ça fait des clics. Un alpiniste de classe mondiale meurt dans un accident de rappel, ça n'en fait pas. Alors, les médias ont relayé ce faux récit, et en moins de 48 heures, des millions de personnes dans le monde entier connaissaient le nom de Balan Miller pour de mauvaises raisons, comme un influenceur mort en créant du contenu. Le 3 octobre, 2 jours après la mort de Balin, Eric publie une vidéo de clarification sur TikTok. Il déclare explicitement qu'il n'a absolument pas participé au processus de tournage ou de diffusion en direct, ce n'est pas un influenceur ni rien de ce genre. J'ai vu certains articles qui disaient en cela, ce qui est totalement faux. Cette vidéo a reçu 302 000 likes, c'est quand même beaucoup, non? Sauf que ce n'est qu'une infime fraction des millions de personnes qui ont vu les gros titres mensongers sur ABC, Metro, Daily Mail, TMZ, Fox News et tous les autres grands médias qui ont relayé cette fausse histoire. La désinformation virale est d'autant plus triste que les corrections circulent moins que le mensonge initial. Les gens retiennent juste le titre et la première version. Ils ne voient pas la rétractation ou la clarification. Le mensonge devient ce que les gens croient. Le plus fou, c'est que pendant que Balin est faussement étiqueté comme un influenceur imprudent, il y a de vrais alpinistes inexpérimentés qui risquent réellement leur vie juste pour du contenu sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, ils reçoivent beaucoup moins d'attention critique et bien plus de retours positifs. Par exemple, il y a Magnus Midbog. Magnus est un grimpeur norvégien spécialiste de l'escalade sur rocher avec plus de 3,2 millions d'abonnés sur YouTube. C'est un ancien grimpeur professionnel de compétition. Il est talentueux. Mais en 2025, il a décidé de faire une vidéo où il tente de grimper le Cervin en solo, en Suisse. Or, le Cervin est l'une des montagnes les plus dangereuses d'Europe. Depuis sa première ascension, en 1865, des centaines de personnes y sont mortes. C'est un objectif alpin sérieux qui nécessite des connaissances en alpinisme, de l'expérience avec la neige et la glace, ainsi qu'une compréhension des dangers alpins. Magnus n'avait pratiquement aucune expérience en alpinisme. C'est un spécialiste de l'escalade sur rocher. C'est très différent de l'alpinisme. C'est comme croire qu'être un excellent joueur de tennis prépare au hockey pro. Ce sont des compétences très différentes. Dans sa vidéo, Magnus admet ouvertement « Je n'y connais rien en alpinisme ».
Il aurait soi-disant cherché sur Google comment utiliser correctement des crampons la veille de sa tentative sur le Cervin. Oui, vous avez bien entendu. La veille, un grimpeur sans expérience des crampons, l'équipement essentiel pour l'escalade sur glace, voulait gravir l'une des montagnes les plus dangereuses d'Europe juste pour la vue. Pour aggraver les choses, il a transporté plus de 35 kilos d'équipement en montant la montagne, bien au-delà de la limite autorisée. Pourquoi autant ? Parce qu'il avait besoin de tout son matériel photo pour filmer. Il créait du contenu. En fait, même pendant la descente, la partie la plus dangereuse, Magnus a choisi de ne pas utiliser certains équipements de sécurité parce que, comme il l'a dit devant la caméra, cela prendrait trop de temps. Il est monté et descendu vivant, mais uniquement grâce à la chance et au beau temps. Après le retour négatif de la communauté d'escalade, même Magnus a admis « C'est probablement ma première vidéo que je regrette. C'était un peu trop risqué. » La vidéo a eu des millions de vues, mais les médias traditionnels n'ont pas qualifié Magnus d'influenceur TikTok imprudent. Les critiques le sont surtout restées dans les cercles d'escalade. Aucun gros titre du genre « Un YouTuber risque sa vie pour des vues ». Ensuite, il y a Lincoln Knowles. Lincoln a 21 ans et vient de l'Utah. Il a environ 70 000 abonnés sur Instagram et des millions de vues sur YouTube. Et sa stratégie de contenu ? Il l'appelle ouvertement et explicitement « Ragebait ». Sa série de vidéos s'appelle « Jour X d'escalade en solo intégral d'une voie plus difficile chaque jour jusqu'à ce que je tombe ». Le solo intégral, c'est grimper sans corde. Aucune protection, aucun système de sécurité. Si tu tombes, tu meurs. C'est tout. Lincoln se filme en train de faire des escalades de plus en plus difficiles, avec l'idée explicite qu'il va continuer à se dépasser jusqu'à ce qu'il finisse par tomber et mourir. Un jour, il va faire une erreur et ce sera filmé et ses abonnés vont voir ça se produire. Dans une vidéo, il se filme avec une GoPro à plusieurs dizaines de mètres de haut sur une paroi rocheuse tandis que Shake It Off de Taylor Swift joue sur son téléphone. Il a mis en légende « Quand tu essaies de te concentrer mais que ton Spotify passe de la daube ». Après ses ascensions, il publie son compte Venmo en demandant aux gens de lui faire des dons. Il tient un compte Patreon où les gens paient tout pour son contenu. Interrogé sur son approche, Lincoln a expliqué « Ça a commencé par de la pure provocation pour faire enrager. Maintenant, c'est devenu moitié provocation pour faire enrager, moitié recherche du sensationnel. » Et tu sais ce qui est fou ? Ni Magnus ni Lincoln n'ont reçu ne serait-ce qu'une fraction de l'attention des médias grand public que Ballin Miller a eu. Pas de publication d'ABC World News Tonight, pas de gros titres dans le Daily Mail, pas de couverture médiatique internationale. Pourquoi ? Parce que la véritable histoire est plus difficile à raconter. C'est compliqué, ça demande de la nuance. Il faudrait parler des algorithmes qui récompensent le danger, de la façon dont les plateformes monétisent le risque. La fausse histoire sur Ballin était claire, simple. Un influenceur meurt en direct pendant un live. Cela s'intégrait parfaitement au récit auquel les gens croyaient déjà, celui des réseaux sociaux qui gâchent tout, confirmant les préjugés et générant des clics. Sauf que c'était un mensonge et le vrai problème a été complètement ignoré. Parce que voici la vérité. L'alpinisme a un problème avec les réseaux sociaux mais pas celui suggéré par les gros titres. Vous voyez, la vérité, c'est que ces soi-disant influenceurs casse-cou savent exactement ce qu'ils font. Ils ne sont pas naïfs. Ils comprennent les règles du jeu. Par exemple, Magnus a conclu sa vidéo sur le Cervin par un avertissement. S'il vous plaît, n'essayez pas. Comme si cela changeait quoi que ce soit. Comme si un avertissement de 30 secondes à la fin d'une vidéo de 25 minutes qui glorifie son ascension non préparée l'absoudrait d'une quelconque responsabilité lorsque ses 3 millions d'abonnés le regardent réussir. Lincoln Knowles a été interrogé lors d'une interview sur sa responsabilité envers les jeunes grimpeurs qui regardent de son contenu. Sa réponse ? Si vous regardez le film Free Solo, et que cela vous inspire à faire du free solo, vous êtes une personne très encline à prendre des risques. Mais cela passe délibérément à côté du sujet. Le documentaire sur le free solo a fait de grands efforts pour montrer la préparation d'Alex Honnold, des années de pratique, un entraînement mental, l'étude de chaque mouvement. Le film montrait explicitement à quel point son approche était inhabituelle et soigneusement réfléchie. Le contenu de Lincoln est tout le contraire. Il s'intitule « Faire du free solo jusqu'à ce que je tombe ». La mise en scène repose sur une inconscience totale. Et quant à Alex Honnold lui-même, la personne qui a gravi El Capitan en solo intégral et qui a qualifié l'approche de Lincoln de profondément malsaine, peut-être que cela veut dire quelque chose. Mais Lincoln continue de filmer, Magnus continue de faire des vidéos. Les plateformes les promeuvent de toujours car le danger attire les vues, générant des revenus. Le problème, c'est que les plateformes ont créé une structure d'incitation économique qui récompense la prise de risque. Plus le contenu est dangereux, plus il obtient de vues. Plus il y a de vues, plus il y a d'argent. C'est aussi simple que ça. Une vidéo de quelqu'un qui termine prudemment et en toute sécurité une ascension difficile pourrait obtenir 50 000 vues.
La même personne faisant quelque chose qui paraît dangereux, que ça le soit vraiment ou non, obtient 5 millions de vues. L'algorithme ne se soucie pas de la sécurité. Il se soucie de l'engagement, et rien ne suscite autant d'engagement que la possibilité de voir quelqu'un mourir. Lincoln Knowles admet ouvertement qu'il fait ça pour l'argent. « J'essaie de gagner de l'argent », a-t-il dit. La chaîne YouTube de Magnus Midbo est son gagne-pain. Quand on a des millions d'abonnés et des factures à payer, la pression pour continuer à produire du contenu de plus en plus spectaculaire est bien réelle, mais voici ce qui rend cela particulièrement dangereux. Ces créateurs ont de l'influence. De jeunes grimpeurs voient un Magnus tenter le Cervin avec peu de préparation et pensent « s'il y arrive, moi aussi je peux ». Ils voient Lincoln grimper en solo intégral sur Shake It Off et croient que l'escalade doit sembler facile et amusante. Ils ignorent les années d'entraînement. Ils ne comprennent pas la différence entre quelqu'un avec le niveau d'escalade élite de Magnus qui tente quelque chose au-delà de son expérience et une personne ordinaire qui tente la même chose. Ils ne voient que la réussite, les vues, l'apparente facilité de tout cela, et des gens en meurent à cause de ça. Plus tôt cette année, il y avait un autre grimpeur qui publiait du contenu provocateur sur Instagram. Il s'appelait Eugene Vaughan, il avait 29 ans et venait d'Ukraine. Eugène avait commencé l'escalade sur glace seulement 9 semaines avant sa mort. 9 semaines. Il publiait des vidéos sur Instagram où il se moquait des gens qui lui conseillaient de suivre des cours de sécurité. Il a appelé son compte « Take a Course » pour plaisanter. Il est mort dans une chute sans corde en février 2025. Lincoln Knowles publie toujours sa série « Escalade en solo intégrale jusqu'à ma chute ». Magnus Midbo continue de faire des vidéos. Ils vont bien. Ils développent leur audience, obtiennent des vues et créent du contenu. Ballen Miller, qui ne s'est jamais filmé en direct ni cherché à faire des vues, a pourtant été désigné comme l'exemple à éviter dans la culture des influenceurs. Aujourd'hui, si vous cherchez Ballen Miller, vous trouverez 2 histoires. Il y a celle que le monde croit, la star de TikTok qui est morte en cherchant des vues, et il y a la vraie histoire. Ce jeune homme de 23 ans, originaire d'Alaska, avait gravi la Slovaque direct en solo, se mettait des paillettes avant les grandes ascensions et vivait dans une Prius. Cela lui permettait de se réveiller au pied de n'importe quelle montagne d'Amérique du Nord. Le monde a choisi la mauvaise histoire, mais les montagnes et ceux qui ont vraiment grimpé avec lui connaissaient que la vérité. Et aujourd'hui, je pense que vous aussi. Merci à Private Internet Access d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur le lien piavpn.com/extrême et bénéficiez de 83% de réduction plus 4 mois gratuits.